вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Шойгу! Герасимов! Я боеприпасы! Патрулируют улицы. Не обратились к ЧВК, СМИ сообщают о взрывах и стрельбе. Военный обозреватель. Пошел! А вот еще и ловушка! Атаин Валера Пригожин, Атаин. Делает Россию еще более великой. Внутреннего предательства, кто готовил вооруженный мятеж и стал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. 2 раза взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Odyssée TV. Avant d'aborder le sujet brûlant de l'actualité de la semaine, à savoir la mort ou la mort présumée de Yevgeny Prigojine, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous rappeler que la survie de cette chaîne, mais également son développement, dépend de votre soutien. Votre soutien moral qui nous nourrit tous les jours, mais également de votre soutien financier à travers les dons. Alors ceux qui veulent nous aider et contribuer à pérenniser ce média en réalité et nous permettre de produire plus fréquemment du contenu, vous pouvez le faire et vous trouverez le lien en description dans la vidéo, en bas de la vidéo. Mais sachez avant tout qu'il n'y a pas de petits montants, mais qu'il n'y a que de grands gestes. Tout d'abord, un petit rappel des faits. Yevgeny Prigojine, le chef de la compagnie militaire privée Wagner, est mort le 23 août dernier, suite au crash de son avion. Et on verra aujourd'hui quelles sont les différentes hypothèses qui permettent d'expliquer ce crash. S'agit-il d'une bombe, d'un missile, ou bien sa mort a-t-elle été simulée, est-il encore en vie? Parce que sur Internet, une pluralité de thèses, d'hypothèses et de théories ont pullulé ces derniers jours en allant des plus farfelus jusqu'au narratif officiel, avec une pluralité de thèses intéressantes entre les deux que l'on va analyser une à une. Mais tout d'abord, un petit point méthodologique. Alors ma méthode est toujours la même. À chaque fois que je veux aborder quelque chose en rapport avec le conflit en Ukraine, je vais chercher ce qui est en train d'être dit du côté russe, à savoir les correspondants de guerre, les experts, les analystes, mais également les thèses officielles. Et ayant la chance d'être russophone, je peux aller puiser l'information de première main directement, sans passer par la médiation d'une pluralité de médias qui finissent toujours par déformer l'information d'une manière ou d'une autre. Donc sur Telegram notamment, il y a une pluralité de chaînes qui permettent d'avoir de l'information quasiment en temps réel, sinon en temps réel dans plusieurs cas. Et quand je parle du côté russe, je ne parle pas uniquement des propagandistes ou des pro-russes, mais je parle également des Russes dits, entre mille guillemets, dissidents, qui pour la plupart habitent à l'étranger, en Lituanie, en Pologne. C'est là où ils sont logés par les renseignements occidentaux pour faire un travail médiatique de désinformation et de propagande. Mais même dans la pire propagande et désinformation, on peut toujours déduire indirectement un schéma de pensée, quelques éléments de langage qui permettent de nourrir la réflexion. La deuxième source auprès de laquelle je puise mes éléments, c'est la source ukrainienne. Et là encore, on a la propagande ukrainienne, la plus bête et la plus béate, et on a également des Ukrainiens qui tout en étant pro-kievien, gardent une forme de distance critique, non pas par rapport à la finalité en elle-même, c'est-à-dire d'affaiblir et de détruire la Russie, mais par rapport à la méthode. C'est qu'ils considèrent que la stratégie militaire adoptée par Kiev n'est pas la bonne ou que la politique intérieure est envahie et infestée par la corruption, ou bien que la politique économique n'est pas adéquate aux impératifs de l'actuel conflit. Donc c'est principalement les deux sources d'information: russes, donc propagandistes et critiques, ukrainiens, propagandistes et critiques, ce qui ne m'empêche pas également de voir les médias occidentaux qui également peuvent nous renseigner involontairement souvent par rapport à différents aspects de ce qui s'est passé en l'occurrence pour Prigojine. Alors au niveau francophone, il y a effectivement beaucoup d'analystes, certains habitent en Russie, d'autres en France, qui produisent des analyses très intéressantes par rapport au conflit, avec des degrés de pertinence différents, mais on a également qui sont à côté de la plaque. Mais pour ceux qui voudraient comprendre le fonctionnement interne du système politique russe, la personne que je recommande le plus est Karine Bechet-Golovko.
Elle habite à Moscou, elle est prof de droit et elle est la plus objective, tout en étant pro-russe, elle est la plus objective dans sa capacité à analyser toute la logique clanique de rivalité qui caractérise le pouvoir russe. Donc je vous invite à suivre son blog, mais également de vous abonner à sa page Facebook où elle publie régulièrement tout ce qu'elle écrit sur son blog. Là, c'est pour le côté francophone. Et également sur le côté francophone, notamment concernant l'aspect militaire, technique et spécialisé, je recommande la chaîne de Pierre-Henri Chuet, qui, de par sa carrière, est un pilote de chasse, donc il sait de quoi il parle quand il parle d'avion, d'armement, de missiles, de manœuvres, de paramètres techniques, etc. Il a une chaîne extraordinaire. D'ailleurs, il a produit 2 vidéos par rapport au crash de l'avion, où il a analysé les différentes versions, tout en étant prudent et en se limitant uniquement à l'aspect technique et militaire, en n'abordant à aucun moment qui a fait quoi, comment ou pourquoi. Il voit juste de la dimension en partant des images et des vidéos qui ont été rendues publiques. Donc Pierre-Henri Chuet, donc vous voyez là à l'écran, je mettrai également le lien en descriptif et vous pourrez vous abonner et suivre ces vidéos. Donc maintenant, comment l'épisode va se dérouler? Alors la trame de l'épisode va graviter autour de 3 questions fondamentales ou 3 questionnements fondamentaux. Le premier, c'est le motif, comme toujours. Donc dès qu'il y a un crime, un attentat ou autre chose, qui a intérêt à la liquidation d'un tel, en l'occurrence de Prigojine? On verra qu'il avait beaucoup d'ennemis et que peut-être ça a arrangé tout le monde. En quoi le motif est important? C'est qu'il peut nous donner une idée sur les éventuels commanditaires de l'attentat, mais sans pour autant trancher, parce qu'effectivement on ne sait pas. Il n'y a que des hypothèses et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça ne va être que des hypothèses qui vont être pondérées différemment en fonction d'arguments et de contre-arguments d'ordre technique, politique, géopolitique, etc. Le deuxième élément, c'est le modus operandi. Est-ce que l'avion a été abattu grâce à l'usage d'un missile antiaérien de type sol-air ou de type air-air? Est-ce qu'il a explosé du fait d'une bombe placée à l'intérieur de l'avion, de 2 bombes, parce qu'on parle de 2 détonations entendues par les témoins? Donc là encore, c'est extrêmement important parce que si le motif nous donne une idée sur le commanditaire, le modus operandi nous donne une idée sur les exécutants. Est-ce que c'est l'armée russe à travers les forces aérospatiales qui a abattu l'avion et donc ça implique indirectement Shoigu et Gerasimov? Est-ce qu'il s'agit d'une bombe et en l'occurrence on ira voir plutôt du côté du FSB et du FSO? Donc vous comprenez bien que le modus operandi est extrêmement important et qu'il faut le coupler au questionnement relatif au motif et ça permet d'avoir un début de cohérence globale. Et puis le troisième élément, ça va être la question de savoir est-ce que Prigojine est mort réellement? Est-ce qu'il s'agit d'une simulation? Et là encore, ça interpelle le motif. Qui a intérêt à simuler la mort de Prigojine? Et ça pose également la question de qui a réalisé la simulation? Le FSB, etc., l'armée. Et donc on pourrait obtenir en procédant ainsi à une cohérence globale. Donc maintenant les versions. Première version, celle de l'accident. Bon, elle va être la plus courte naturellement parce que personne n'y croit et personne n'a osé avancer cette hypothèse-là. Donc voilà, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il ne s'agit pas d'un accident technique ou d'une fausse manœuvre réalisée par le pilote. Pourquoi? Parce qu'il y avait une traînée de fumée que l'on a vue blanche, en l'occurrence, que l'on a vue dans le ciel. Donc il y a eu une explosion, au moins 2 explosions, qui ont provoqué le crash de l'avion. La deuxième hypothèse qui relève de l'accident, c'est celle qui consiste à dire que vu que Prigojine, avec Outkin et d'autres personnes relevant de la garde rapprochée de Prigojine étaient à bord de l'avion, et bien ils étaient probablement armés pour la sécurité de leurs 2 leaders, Prigojine et Outkin. Et étant armés, peut-être qu'il y a eu un usage involontaire d'une arme, éventuellement une grenade, et qui aurait provoqué le détachement de l'aile de l'avion et par conséquent le crash. Pareil, personne n'y croit sérieusement, même si du point de vue de l'enquête qui est menée actuellement en Russie, cette hypothèse pourrait finalement être avancée pour peut-être en masquer d'autres possibles. Enfin, la troisième qui relève du trollage et qui a été avancée sur les différents réseaux russes, qui consiste à dire que Prigojine a été tué par la loi de la gravité, parce qu'effectivement, il est tombé et il est mort. Bon, plus sérieusement, maintenant la version 2. L'avion a été abattu. Alors quels sont les principaux arguments? 2 explosions. Ce qui est en général, en tout cas 2 détonations ou 2 bruits.
parce qu'il y a eu également des témoignages un peu contradictoires, non pas par rapport au nombre d'eux, mais par rapport à la nature du son. Il y en a un qui a dit que c'était plutôt un son de métal, d'autres ont parlé d'explosion et de détonation. Alors s'il s'agit juste de deux bruits, ça pourrait effectivement être un missile antiaérien de type sol-air, parce que quand on voit l'éventail de systèmes que possède la Russie, notamment les S-300, les S-400, les S-200, et ben tout d'abord, il y a le missile qui est catapulté et qui émet un bruit avec l'enclenchement du réacteur après le catapultage. Et puis il y a l'explosion en elle-même à proximité de l'avion et les fragments et le l'onde de choc finit par détruire l'aéronef. Alors, est-ce que la détonation, à savoir le catapultage et l'enclenchement du réacteur produit suffisamment de bruit pour être entendu à des kilomètres de là? Je ne crois pas. Donc, cette thèse peut a priori être évacuée juste par rapport à la question des bruits. Après, il y a d'autres arguments comme la traînée blanche que l'on voit dans le ciel qui pourraient caractériser un missile de type sol-air. Et là encore, quand je parle de Chuet tout à l'heure et de sa chaîne, il exclut l'usage d'un missile de type RR, parce que certains ont parlé éventuellement d'un avion de chasse qui aurait intercepté l'avion de Prigojine. Donc c'est une thèse qui demeure plausible, même si pour l'instant, à part la double détonation, il n'y a pas grand-chose pour corroborer cette thèse-là. Même les vidéos et les photos que l'on a de l'épave de l'avion et des débris ne suffisent pas pour trancher quant à la question de savoir s'il s'agit d'un missile. Mais admettons qu'il s'agisse d'un missile. Alors, pour pouvoir abattre l'avion de Prigojine, il faut tout d'abord être sûr que Prigojine est à bord de l'avion. Et de ce point de vue, il n'y a que le FSB et dans une moindre mesure, c'est-à-dire les services de renseignement intérieurs russes, et dans une moindre mesure le FSO, qui sont capables d'accéder à la base de données pour savoir quels sont les noms, la liste des passagers, de vérifier par les caméras que c'est bien Prigojine qui est monté à bord de l'avion, être sûr de ne pas se tromper de cible, parce qu'on parle, depuis le début du crash, de deux avions appartenant à Prigojine, dont l'un était abattu et l'autre a connu un atterrissage d'urgence. Et d'ailleurs, plus personne ne parle du deuxième avion, ce qui va nourrir un certain nombre de thèses disant que Prigojine peut-être se trouvait dans le deuxième avion. Donc pour être sûr, il n'y a que le FSB et le FSO qui pourraient être au courant. Alors pour le modus operandi, naturellement, il n'y a que l'armée qui possède des systèmes de type sol-air capables d'abattre cet avion-là, tout simplement parce que les missiles antiaériens portatifs qui pourraient être achetés sur le marché noir ne dépassent pas 3-4 km de distance. Leur périmètre d'attaque est de 3-4 km, alors que l'on sait de manière exacte que l'avion volait à 8-9 km d'altitude. Donc il s'agit de batteries de missiles antiaériens qui ne sont possédées que par l'armée russe. Donc le modus operandi, tout dépend. Alors s'il s'agit d'un missile, ça ne pouvait impliquer que l'armée du point de vue du modus operandi et le FSB ou le FSO du point de vue de la logistique informationnelle pour vérifier que c'était bel et bien Yevgeny Prigojine qui était à bord de l'avion. Avant d'aborder la deuxième hypothèse, ou la deuxième version, il y a une information extrêmement importante qui pourrait non pas corroborer la thèse du missile antiaérien, mais lui donner un caractère plus logique, plus cohérent et plus intéressant. Souvenons-nous, le 23 juin dernier, au moment où Prigojine, avec quelques milliers de combattants Wagner, ont entamé leur marche sur Moscou. On se souvient très bien que plusieurs hélicoptères russes avaient été abattus, dont un avion de commandement. Et qu'au total, on a dénombré 10 morts, 10 pilotes russes tués. Et dans le crash de cet avion-là de Prigojine, on parle du même nombre, c'est-à-dire 10 morts. Donc on pourrait, dans une logique de vengeance, partir du principe que l'armée, notamment les VKS, c'est-à-dire les forces aérospatiales russes, qui en voulaient à Prigojine, parce qu'effectivement ces 10 pilotes étaient affiliés aux forces aérospatiales, et bien peut-être qu'ils cherchaient leur vengeance et qu'ils ont obtenu l'adoubement du Kremlin quant au modus operandi qui va être réservé aux forces aérospatiales russes qui vont abattre Prigojine et qui vont tuer 10 personnes dans Prigojine, de même que Prigojine a tué 10 pilotes des forces aérospatiales russes. Alors ce n'est pas une preuve en soi, mais c'est un élément symbolique qui permet de lui donner un caractère intéressant. Maintenant, la deuxième hypothèse, celle d'une bombe embarquée ou de deux bombes embarquées. Qu'est-ce qui permet de la corroborer? Eh bien, premièrement, le témoignage qui est apparu quelque temps après l'attentat en lui-même de l'hôtesse de l'air,
qui aurait parlé à ses parents et les aurait informés du fait qu'il y a eu un retard non programmé dû à la nécessité de faire un contrôle technique de l'avion. Et ce type de procédé, on le connaît très bien, ça permet de situer, de placer à l'intérieur de l'avion dans des zones stratégiques qui permettent d'avoir l'assurance et la garantie que l'avion va cracher, notamment soit à côté du réacteur, soit pour provoquer le détachement de l'aile. Eh bien, là, en l'occurrence, les deux seuls services capables d'accéder à la zone de sécurité de l'aéroport, de savoir quel avion va être utilisé, d'être sûr que Prigojine est monté à bord, eh bien, c'est comme tout à l'heure, le FSB et le SVO. À la différence que, dans cette hypothèse de la bombe, l'armée n'a pas besoin d'être impliquée parce que ça ne fait pas partie des procédés de l'armée que de placer des bombes. Elle n'a ni les moyens, ni les prérogatives, ni la logistique informationnelle pour le faire. Donc ça ne peut être que le FSB ou le FSO. Si jamais cette hypothèse est avérée, je parle toujours au conditionnel parce qu'il ne s'agit que d'hypothèses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la double détonation qui pourrait également coïncider avec deux bombes placées pour avoir la garantie de la liquidation de Prigojine ou du moins de l'avion. Parce qu'on verra qu'il y a des hypothèses de survie de Prigojine. Donc pour le modus operandi, dans cette hypothèse de bombe embarquée, on exclut l'armée, on garde le FSB et le FSO. Or maintenant, il y a une autre hypothèse qui pourrait coïncider autant avec la thèse de la bombe embarquée qu'avec celle du missile. Et qui consiste à dire, selon certains, que Prigojine a été tué bien avant le crash de l'avion, soit une semaine ou quelques semaines après sa rébellion, pour ne pas dire putsch, sa rébellion ratée du 23 juin dernier. Alors, selon ces personnes-là, il faut comprendre que Prigojine n'était pas uniquement à la tête de Wagner en tant que bras armé du FSB de l'État russe pour réaliser des missions à l'étranger, mais il était également la personne chargée de gérer la fortune de plusieurs hauts responsables russes et oligarques russes, dont, selon certains toujours au conditionnel, une partie de la fortune de Vladimir Poutine, qu'il devait placer, gérer, sécuriser et faire échapper au radar des renseignements étrangers. Alors, si cette lecture-là est vraie, je le dis encore, c'est une hypothèse, eh bien, il faut comprendre que ces gens-là aimeraient bien revoir leur thune, pour le dire trivialement. Et donc, il n'est pas exclu qu'immédiatement après l'opération ratée, toute la rhétorique développée autour de Loukachenko, qui aurait donné ses garanties, que Poutine aurait accepté le deal, aurait servi à masquer le fait que Prigojine aurait été arrêté par le FSB, afin d'être questionné, pour le dire gentiment, mais sinon pour le dire clairement, torturé, afin qu'il donne toutes les informations permettant à ces gens-là de récupérer leur argent, notamment les mots de passe et les nicknames, notamment les accès aux codes des comptes offshore, placés offshore, mais également en Afrique par rapport à l'or, aux diamants, pierres précieuses, etc. Donc toutes ces informations devaient être récupérées le plus tôt possible. Et puis la formalisation de la mort de Prigojine n'a eu lieu que le 23 août dernier, parce qu'il a fallu ces 2 mois pour ôter à Wagner toute capacité de riposte ou de vengeance, et donc on a procédé à un démantèlement en bonne et due forme du groupe, soit en intégrant une partie des combattants dans les rangs de l'armée russe sous la forme de contractuels, ou bien en les laissant en Biélorussie pour former l'armée biélorusse, ou bien en les dispatchant un peu partout en Syrie et dans différentes régions d'Afrique, au Mali, en République centrafricaine et probablement au Niger actuellement. Ça aurait permis de doter à Wagner cette centralisation, cette capacité de coordination et de réponse coordonnée par rapport à la mort de Prigojine. Et d'après ces personnes-là, le cadavre de Prigojine aurait été placé au frigo et qu'il aurait été finalement placé à l'intérieur de l'avion pour qu'au moment du crash, effectivement, on trouve un cadavre de Prigojine et qu'on puisse vérifier par un test ADN qu'il s'agit bien de Yevgeny Prigojine. Comme quoi, même la thèse de la simulation pourrait coïncider avec le crash de l'avion et que Prigojine est mort effectivement, mais bien avant le crash, mais que son cadavre était à bord de l'avion. Maintenant, l'hypothèse la plus romantique, Prigojine est encore en vie et le crash n'a été qu'une simulation pour masquer l'exfiltration de Prigojine, qui se trouve actuellement peut-être dans les îles aux Bahamas en train de siroter un mojito et de fumer un cigare, ou bien en Afrique avec une opération esthétique afin de ne plus être reconnaissable. Alors cette hypothèse-là pourrait être intéressante par bien des aspects, mais elle pose un certain nombre de problèmes qui me paraissent insolubles. Le premier problème, c'est qui a intérêt à simuler la mort de Prigojine afin de lui permettre de vivre. Parce qu'on a parlé de l'hypothèse précédente, c'est que le crash n'a pas tué Prigojine, qu'il est mort bien avant, mais cette thèse-là, c'est qu'il y a eu le crash, mais que Prigojine est encore en vie.
Moi, j'attends que quelqu'un me réponde qui y a intérêt. Parce que factuellement, quasiment tout le monde, au sein des clans qui constituent le pouvoir russe, tout le monde avait intérêt à sa mort. D'un côté, on a l'armée, qui lui en voulait notamment à cause de toute la vindicte et de toutes les insultes que proférait Prigojine depuis des mois et des mois à l'encontre de l'état-major russe, notamment de manière ciblée contre Shoigu et Gerasimov, mais également le dénigrement qu'il faisait de manière systématique contre les soldats de l'armée russe, qu'il qualifiait d'incapables, qui ne savent pas faire la guerre, qui perdent une position dès que Wagner leur transmet une position, ce qui est factuellement faux, et on voit très bien que l'armée russe est capable de tenir le front et même de progresser au nord du front, malgré le départ de Wagner. Et donc au sein de l'armée, pas uniquement les forces aérospatiales, mais toute l'armée régulière, à part peut-être quelques colonels et généraux qui peut-être sympathisaient avec Wagner, mais l'essentiel des troupes ne portait pas en son cœur Prigojine. Alors peut-être qu'il ne voulait pas forcément sa mort, mais du côté des forces aérospatiales, c'est avéré qu'il voulait sa mort, et du côté de l'état-major, là encore c'est évident que Shoigu et Gerasimov ne peuvent que se réjouir de sa mort. Du côté du FSB, pareil, parce que la rébellion de Prigojine a posé un certain nombre de difficultés à Patrushev et au FSB, qui a été pointé du doigt comme n'ayant pas été capable non seulement d'identifier exactement la date et l'heure bien en amont de la rébellion, mais également de l'empêcher en mettant en place des opérations soit de liquidation, soit de neutralisation de la rébellion. Donc Patrushev s'est retrouvé dans une situation compliquée face à Vladimir Poutine, et il n'est pas exclu que le FSB finira par en payer le prix en sacrifiant peut-être Patrushev et en le remplaçant par quelqu'un d'autre. Donc le FSB également voulait sa peau. Alors le FSO, quand on dit FSO, on dit Vladimir Poutine, pareil, on va parler plus tard de la logique clanique du pouvoir russe, mais il est évident que la rébellion de Prigojine a sapé relativement la légitimité et la figure d'autorité de Vladimir Poutine, non pas devant les citoyens russes, mais devant l'élite russe. Parce que une rébellion comme cela, quelque part, déséquilibre et déstabilise tout l'équilibre subtil des clans qui gravitent autour de Poutine, parce que le système politique russe est fondé sur une logique de maintien des différents clans à équidistance de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'aucun clan ne doit être privilégié par rapport à un autre. Prigojine a déstabilisé cette logique-là, et il fallait à tout prix restaurer cette verticalité qui prend en compte l'équidistance qui sépare les différents clans de Vladimir Poutine. Et donc Vladimir Poutine, peut-être, si jamais il est à l'origine, s'il est le commanditaire de l'assassinat de Prigojine, s'il est mort, eh bien c'est pour rétablir cet équilibre-là et pour tourner définitivement la page de Prigojine et de Wagner et de passer à autre chose. Donc globalement, tout le monde voulait la peau de Prigojine, donc je ne vois pas qui aurait intérêt à l'exfiltrer pour lui permettre de continuer à vivre tranquillement. L'autre aspect problématique, c'est que pour réaliser une opération d'une telle envergure avec une telle complexité, il faut qu'il y ait trop de personnes impliquées dans l'opération. Premièrement au niveau du FSB, parce que c'est le FSB qui est chargé de la sécurité des frontières, et il faut lui faire traverser la frontière, il faut organiser le crash de l'avion, donc il y a des gens également au niveau de l'aéroport qui pourraient soupçonner quelque chose. Il y a également dans l'entourage de Poutine, une petite fraction de l'entourage de Poutine doit être mise au courant, et donc il y a toujours la possibilité d'une fuite d'informations avec des éléments palpables qui permettraient de révéler au grand jour cette opération-là. Et puis il y a toujours le risque que Prigojine réapparaisse et que sa réapparition pourrait mettre en difficulté la crédibilité de la parole de Vladimir Poutine, qui s'est prononcé publiquement et ouvertement sur la mort de Prigojine. Donc quelque part c'est un peu compliqué, surtout connaissant le tempérament et le profil psychologique de Prigojine. Будут в аду! Жрать их потроха, De manière crescendo, il a pris goût à cette dimension médiatique qu'il a créée autour de lui, à cette aura, et sachant qu'il a également nourri petit à petit des ambitions politiques qui ont pris fin, soit avec la mort de Prigojine, la mort avant ou la mort dans le crash de l'avion. Donc avoir la garantie qu'il ne réapparaîtra jamais me paraît compliqué. Parce que pour l'exfiltrer définitivement, il faudra qu'il rompe définitivement tout contact possible avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses collaborateurs, parce que c'est très bien que toutes les conversations de ce type-là vont être mises sur écoute, autant par les renseignements étrangers que par le FSB lui-même.
Et donc une exfiltration me paraît extrêmement peu probable, voire même quasi impossible à réaliser techniquement, à moins d'accepter de prendre de grands et d'énormes risques de discrédit si jamais cela est révélé ou si jamais Prigojine réapparaît d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, si jamais c'est vrai, et bien naturellement, il faudra au moins impliquer le FSB dans cette opération avec différents intervenants au niveau de la chaîne de commandement afin de réaliser une opération d'une telle envergure logistique. Autre élément. Quant à la thèse selon laquelle Prigojine aurait été tué quelques jours ou quelques semaines après la rébellion du 23 juin dernier. Eh bien, il y a une problématique, c'est que 2 vidéos de Prigojine sont apparues bien après la rébellion. La première en Biélorussie, que l'on peut a priori exclure de facto parce qu'il y avait la pénombre, on ne voyait pas très bien, il était de loin et de dos, on voyait un individu chauve de grande taille avec un relatif surpoids, mais on ne peut pas uniquement à partir de cette vidéo-là confirmer qu'il s'agit bien de Yevgeny Prigojine. Deuxième vidéo un peu plus compliquée à évacuer, c'est son apparition en Afrique, où on le voit en treillis militaire, avec le gilet pare-balles, avec des munitions, avec une mitraillette qui tient dans les mains, et où il parle, et donc on entend sa voix où il dit que là on est en Afrique pour augmenter et accroître la grandeur de la Russie sur tous les continents, et il dit qu'il fait 50 degrés. Alors premièrement, qu'est-ce qui est problématique dans la vidéo? C'est que, imaginez un individu de sa taille, avec son surpoids et avec sa corpulence, qui porte entre 20 et 30 kg d'équipement, entre le gilet pare-balles, entre le sac, entre la mitraillette, les munitions, etc., qui se trouve dans un territoire où il fait 50 degrés et qu'il n'y ait pas une seule goutte de sueur. C'est quand même un peu compliqué à croire. On sait très bien qu'aujourd'hui, on peut réaliser des miracles avec les deepfakes, avec l'intelligence artificielle, mais même uniquement avec un simple fond vert, où je peux vous faire figurer n'importe où en Afrique, en Amérique latine, où vous voulez, avec le bon éclairage et le bon traitement en post-prod, et ben on pourrait croire que c'est vrai. Et donc si jamais il a été kidnappé quelques jours, quelques semaines après sa rébellion, et ben peut-être qu'on lui a promis qu'il allait être exfiltré, mais que le deal consistait à ce qu'il les aide à réaliser une vidéo dans un studio du FSB pour nourrir le narratif qu'il est resté en vie jusqu'au crash, alors qu'entre-temps, il allait être exfiltré. Alors, si ce scénario-là est confirmé, enfin, ce qui ne sera jamais confirmé, mais disons s'il est vrai, ça implique 2 hypothèses. Soit effectivement, le FSB a tenu parole, et ben, soit il n'a pas tenu parole, la vidéo a été tournée, elle est sortie au bon moment, quelques jours avant le crash de l'avion, et puis il a été liquidé bien avant le crash de l'avion. Quoi qu'il en soit, on ne le saura jamais, mais ça demeure des hypothèses de travail, tout simplement. Dernière version, qui consiste à accuser les services ukrainiens d'avoir réalisé cet attentat-là, bien naturellement avec le soutien informationnel et logistique des renseignements occidentaux. Là encore, ça me paraît quasi impossible, parce que pour réaliser une telle opération, il faut non seulement que les services ukrainiens puissent traverser la frontière russe, se projeter dans la profondeur du pays, parce que le crash de l'avion a eu lieu dans la région de Tver, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, donc on n'est pas à la frontière russo-ukrainienne. Il faut qu'ils puissent posséder un système de batterie de missiles antiaériens, ce qui n'est pas évident et on ne peut pas trouver ça sur Amazon. Et donc il n'y a que l'armée qui possède ce type d'équipement à l'intérieur du territoire russe, parce qu'on a exclu pour des raisons techniques les missiles portatifs qui n'ont pas la portée suffisante pour atteindre un avion qui vole à une hauteur de 8 à 10 km. Et puis s'il s'agit d'une bombe embarquée, là, ça veut dire que les services ukrainiens sont non seulement capables de pénétrer en profondeur le territoire russe, mais sont capables d'accéder à la zone sécurité de l'aéroport, à identifier l'avion exact à bord duquel va se trouver Prigojine, de identifier que c'était bien Prigojine. Si c'est le cas, c'est-à-dire que l'État russe n'existe plus, qu'il n'y a plus d'FSB, qu'il n'y a plus de SVR, qu'il n'y a plus de services de renseignement russe. Ça me paraît quand même assez peu crédible comme hypothèse. Et puis dernier élément, avant d'aborder l'après-Prigojine, c'est de dire que dans le narratif officiel, parce qu'on n'a pas encore abordé comme version, il a été confirmé officiellement que Yevgeny Prigojine se trouvait à bord de l'avion, que les 10 personnes qui figuraient sur la liste des passagers ont été bien identifiées toutes grâce à un test ADN, et donc Yevgeny Prigojine est mort à bord de l'avion. Là, c'est le narratif officiel, dans une formulation juridique assez neutre, etc. Mais il pose une question. Oui, effectivement, on ne va pas démentir cette lecture-là. Yevgeny Prigojine est mort à bord de l'avion. Mais la question, c'est quel Yevgeny Prigojine est mort à bord de l'avion?
car il y a 4 Prigojine, au moins, parce qu'il avait des sosies. Il en avait 3, là c'est ce qui est avéré factuellement, dont un purge une peine de prison pour des raisons de criminalité qui relèvent du pénal, donc on peut l'exclure. Donc il reste 2 autres Prigojine, qui sont des citoyens russes, qui ont été identifiés par Wagner car ayant une certaine ressemblance avec Yevgeny Prigojine, au moins de loin, à qui on a changé le nom et le prénom, le nom de famille et le prénom pour obtenir le nom et prénom de Yevgeny Prigojine. Et donc ça a été fait officiellement, avec une demande auprès de l'administration russe, et ils devaient avoir la même date de naissance que Yevgeny Prigojine. Donc effectivement, quand le communiqué dit que Yevgeny Prigojine est mort, il ne ment pas, même s'il ne s'agit pas du Yevgeny Prigojine dont on parle, qui est à la tête de Wagner. S'il s'agit du premier sosie ou du deuxième sosie, le communiqué ne ment pas. Il s'agit bien d'un Yevgeny Prigojine qui est mort. Mais ce n'est pas peut-être le bon, celui dont on parle aujourd'hui. Donc c'est peut-être une manière juridique de dire la vérité tout en cachant la vérité. C'est une hypothèse encore une fois, peut-être qu'il s'agit du vrai Prigojine qui était à la tête de Wagner, qui est mort dans le crash de l'avion. Mais si on veut garder un esprit critique, il faut bien que l'on n'exclue pas cette hypothèse-là et que le narratif officiel, peut-être tout en disant la vérité, cache la vraie vérité. Cela étant dit, passons maintenant à l'après-Prigojine. Alors premièrement, Wagner, on en a parlé brièvement tout à l'heure, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le cœur de notre sujet. Naturellement, ça va être démantelé et là, il y a différents scénarios qui peuvent être développés. Le premier, c'est de dire qu'il y a d'autres armées, d'autres compagnies militaires privées qui pourront prendre la relève, mais de manière topique. Parce qu'il est évident que du point de vue du Kremlin, plus jamais autant de pouvoir et de concentration d'argent, de matériel et d'effectifs ne sera jamais accordé à une seule compagnie militaire privée. Le risque est trop grand et on a vu que la rébellion a posé d'énormes problèmes. Et donc il y aura peut-être une compagnie militaire pour la Syrie, une autre pour la Libye et puis une autre pour le Sahel ou plusieurs pour le Sahel pour couvrir tout le territoire. D'autres hypothèses est de dire que l'on va formaliser le rattachement de ce qui reste de Wagner, de son rattachement au FSB. Parce que dès le départ, c'est évident que c'est le cas. Vous imaginez bien que le FSB n'aurait jamais accepté de laisser une compagnie privée, entre guillemets, faire ce qu'elle veut à l'étranger sans que le FSB n'ait un droit de regard ou un minimum de contrôle sur cette compagnie-là. Donc dès le départ, il y a eu un deal entre le FSB et Wagner pour que Wagner soit quelque part le bras armé en partie du FSB, mais pas uniquement, parce qu'il travaille également pour le camp de plusieurs oligarques et de hauts responsables russes, non peut-être même le président russe lui-même, mais c'est une hypothèse qui reste à démontrer. Peut-être que maintenant ça va être formalisé. Donc il y aura une structure juridiquement, qui existe juridiquement et qui est sous la tutelle du FSB, mais qui n'aura plus jamais la taille d'antan, ni l'effectif, ni la puissance de feu et la puissance économique d'avant. Maintenant, la question qui fâche, Poutine ou pas Poutine, vu que la question de départ de l'épisode, c'est qui a tué Prigojine. Alors on ne saura probablement jamais, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la thèse selon laquelle le commanditaire serait Vladimir Poutine est plausible et corroborée par plein d'éléments que l'on a évoqués, et on va ajouter quelques-uns, notamment relatifs à la dimension symbolique et notamment les éléments de langage utilisés par Poutine lorsqu'il a parlé de la mort de Prigojine. Alors premièrement, il en a parlé au passé composé, il est mort, ça on l'a dit tout à l'heure. Donc pour Poutine, il est mort. Il n'y a pas de doute là-dessus, sinon il aurait gardé une certaine prudence comme il est gardé lors de sa première déclaration. Le deuxième élément, c'est que même au sein de l'élite russe et des médias russes, globalement, tout le monde soupçonne Vladimir Poutine d'être derrière la liquidation de Prigojine, parce que entre l'annonce officielle du crash de l'avion et la déclaration de Vladimir Poutine, aucun média russe ne s'est prononcé par rapport à Prigojine, par rapport à Wagner, par rapport à sa mort et à ce que cela implique politiquement. C'est-à-dire même les propagandistes comme Soloviev et d'autres ont gardé une forme ont utilisé des tournures de phrases pour tourner autour du pot parce qu'ils attendaient la déclaration de Poutine pour pouvoir y déceler les éléments de langage afin de comprendre dans quelle direction ils doivent aller. Est-ce qu'ils doivent déplorer la mort de Prigojine, faire ses éloges en disant que c'était un héros et un martyr, ou bien doivent-ils lui cracher dessus en disant que c'était un traître bien fait pour lui, ou bien une forme de neutralité. Donc tout le monde attendait la déclaration de Poutine pour savoir quelle direction prendre au niveau de leur narratif et de leur rhétorique. Autre élément, quand Poutine a parlé de Wagner et de Prigojine, il a utilisé deux rhétoriques différentes. Quand il parlait de Wagner, il en a parlé avec éloge, en disant on n'oubliera jamais leur contribution durant l'opération militaire spéciale, et donc il les a quasiment qualifiés de héros
et de soldats et de guerriers de la Russie. Par contre, quand il a parlé de Prigojine, il a utilisé d'autres éléments de langage et un autre vocabulaire. Il en a parlé comme étant un homme d'affaires brillant et talentueux, qu'il connaissait depuis les années 90. Il a parlé de lui comme étant un homme d'affaires efficace pour réaliser ses propres missions qui l'intéressent lui. Donc il montre le côté pécunier de Prigojine, mais également efficace pour réaliser des missions qui lui sont données par Vladimir Poutine et qui vont dans l'intérêt général, sans parler d'État. C'est-à-dire il n'a pas parlé d'intérêt national, mais il a parlé d'intérêt commun ou collectif. Alors commun ou collectif, je ne sais pas qu'est-ce que ça intègre là-dedans, mais en tout cas c'est l'élément de langage qui a été utilisé. Et puis il a parlé également du commerce de Prigojine en Afrique, le gaz, les pierres précieuses, l'or. Et donc il a détaché Wagner, qui est composé de combattants effectivement dont beaucoup ont donné leur vie pour la Russie, de Prigojine qui dirigeait Wagner, mais qui travaillait principalement à son propre compte, et que accidentellement il coïncidait des fois avec l'intérêt commun et pas l'intérêt national, car Poutine est un juriste et chaque élément de langage est bien pesé avant d'être utilisé. Et il a rappelé que c'est quelqu'un au destin complexe et qui a commis des erreurs. Donc là, on peut y déceler quelques indices qui pourraient corroborer, là encore, l'hypothèse selon laquelle Poutine serait le commanditaire. Autre aspect symbolique que j'ai évoqué tout à l'heure, le 23 et le 23, donc ça fait 2 mois jour pour jour, entre la rébellion et l'exécution de Prigojine, les 10 pilotes russes tués durant la marche de Prigojine et les 10 personnes mortes à bord de l'avion sur lequel se trouvait Prigojine. Et puis au moment du crash, Poutine se trouvait à Koursk pour célébrer les 80 ans de la célèbre bataille de Koursk durant la Deuxième Guerre mondiale, en sirotant du champagne, et à aucun moment il y a quelqu'un qui est venu lui souffler à l'oreille qu'il y a eu le crash de l'avion à bord duquel se trouvait Prigojine, et puis on aurait pu voir Poutine se retirer, réclamer, décréter une réunion de crise. Non, il est resté jusqu'à la fin des célébrations, comme si de rien n'était, comme s'il était au courant de l'opération qui s'était déroulée. Et puis, si on veut pousser plus loin la dimension symbolique, quand on voit les lumières et les couleurs utilisées dans la célébration, eh ben, c'est le rouge et le noir qui sont les couleurs de Wagner. Alors vous me direz que c'est une coïncidence, peut-être. Moi, je ne fais que vous exposer ce que disent les uns et les autres, qu'il s'agisse des pros, des anti-russes, des pro-ukrainiens, des anti-ukrainiens. Après, c'est à vous de faire le tri et de voir qu'est-ce qui vous paraît le plus plausible dans cette hypothèse-là. Alors maintenant, abordons brièvement la nature du système politique russe tel qu'il s'est construit sur les dernières décennies et qui d'ailleurs n'est jamais que le reflet d'un logos politique extrêmement ancien qui remonte même au modèle byzantin dont je vais parler un jour dans un épisode qui est prévu et programmé sur les racines byzantines du pouvoir russe et on va y parler également du concept de la symphonie des pouvoirs. Donc le pouvoir russe est un pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, composé d'une pluralité de clans qui doivent être maintenus à équidistance de la matérialisation du pouvoir, c'est-à-dire de Vladimir Poutine en l'occurrence. Aucun clan ne doit être privilégié au profit d'un autre. D'où le fait que quand Prigojine a entamé sa rébellion, il a sûrement dû obtenir quelques garanties et assurances de la part peut-être d'un clan ou en tout cas d'une fraction de clan, sinon jamais il n'aurait osé, malgré son tempérament, entamer cette rébellion. Peut-être même qu'on lui a dit qu'il avait l'appui de Vladimir Poutine. Il y a des rumeurs qui vont en ce sens que Vladimir Poutine avait accordé son appui implicite qu'il fallait interpréter à travers toute une herméneutique et qui aurait amené Prigojine à se rebeller contre Shoigu et Gerasimov. Alors en se rebellant, il découvre qu'il était livré à lui-même, qu'il n'avait en réalité aucun appui, peut-être même qu'il a été piégé à travers un faux appui pour le mettre en difficulté, soit de la part du FSB, pour un peu faire sortir le pu et faire éclater le bouton, parce qu'on savait très bien qu'il allait de toute manière se révolter pour une question d'argent, parce que c'est éminemment une question d'argent. On parle de 8 milliards d'euros, de dollars, qui a été fourni à Wagner durant toutes les opérations qu'ils ont réalisées. Ce n'est pas rien. Et la décision prise par le ministère de la Défense de couper les vivres à Wagner en intégrant toutes les troupes dans les rangs de l'armée régulière, ben naturellement, il y a de quoi rendre fou Prigojine. Et donc sa révolte est une révolte monétaire, davantage qu'une révolte pour la justice. Mais quoi qu'il en soit, l'arrestation présumée, en tout cas l'évincement factuel de Surovikin, pourrait corroborer cette thèse-là en disant que si Surovikin a été un soutien implicite ou explicite de Prigojine, et ben derrière Surovikin, il y a peut-être d'autres généraux
qui pourraient avoir soutenu Prigojine dans sa rébellion-là. Et donc là, ça pose la nécessité peut-être d'un rééquilibrage de ces systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, de cette logique d'équilibre des clans. Alors si Prigojine a été liquidé, Sourovikine a été d'ailleurs remplacé le jour même du crash. Là encore, on peut l'ajouter dans la dimension symbolique. Il a été remplacé par Viktor Avzalov, qui pour le coup ne vient pas de l'armée de terre, comme c'est le cas pour Sourovikine, mais qui vient des PVO, c'est-à-dire des forces de défense antiaérienne russes, et donc qui vient du métier, et qui remplace Sourovikine à la tête des VKS, c'est-à-dire des forces aérospatiales russes, qui auraient peut-être abattu l'avion de Prigojine dans l'hypothèse du missile. Alors je veux bien croire un alignement planétaire accidentel, mais c'est quand même un peu trop entre la date, le 23, 2 mois jour pour jour, entre les 10 personnes tuées ici, 10 personnes tuées ici, entre Poutine qui se trouvait dans la cérémonie de commémoration de la bataille de Koursk avec un coloriage noir et rouge. Il y a une pluralité d'éléments que j'évoquais depuis tout à l'heure qui me paraissent un peu compliqués à intégrer dans une logique tout simplement accidentelle. Et le remplacement de Sourovikine le jour même du crash de l'avion, quelques heures avant le crash de l'avion. Mais quoi qu'il en soit, si jamais il y a un clan qui a été affaibli par la liquidation de Prigojine et l'évincement de Sourovikine, ça implique la nécessité du point de vue de Vladimir Poutine d'affaiblir également le clan opposé pour rétablir une forme d'équilibre. Et donc, soit Shoigu et Gerasimov devront s'attendre prochainement, peut-être dans 2-3 mois, peut-être même avant, à être remplacés. Dans le cadre peut-être de la nouvelle phase de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la phase d'octobre-novembre où la Russie va probablement entamer une attaque de grande envergure au nord dans la région de Kharkov, après l'effondrement du front du côté ukrainien, bien entendu, dans le cadre de la contre-offensive qui commence à atteindre ses limites et qui épuise toutes les réserves de l'armée ukrainienne. Et peut-être qu'on va maquiller le remplacement de Shoigu ou de Gerasimov ou des deux en invoquant la nécessité d'une nouvelle approche dans le cadre de la phase offensive qui permettrait à la Russie de reprendre l'initiative sur le théâtre d'opération, mais qu'en réalité, ça viserait juste à rééquilibrer les clans. Alors, s'il ne s'agit pas de l'armée, eh ben, l'autre clan impliqué dans tout ça, c'est le FSB. Peut-être que Patrushev va être remplacé, là encore, dans 1 mois, 2 mois, 1 jour, 1 heure, on ne sait pas. Mais l'impératif de rééquilibrage fait que de toute manière, un de ces deux clans devra être affaibli par le remplacement d'un personnage clé au sein de ces clans afin de rétablir l'équilibre. Donc au fait, la mort de Prigojine n'est que le début probablement d'une nouvelle dynamique à laquelle on va assister durant les prochaines semaines et les prochains mois. Mais quant à la question primordiale de qui a tué Prigojine, j'y répondrai simplement, Prigojine s'est tué lui-même. C'est que le jour même où il a entamé sa rébellion contre l'état-major russe, eh ben, il s'est lui-même condamné à mort d'une manière ou d'une autre, peu importe le commanditaire, peu importe le modus operandi. Car aucun État au monde n'accepterait qu'en temps de guerre, au moment où les soldats de l'armée régulière sont sur le front, en train de subir des pertes, de combattre pas uniquement l'armée ukrainienne, c'est l'armée OTANO qui vient effectivement avec toutes les livraisons d'armes, de soutien logistique et informationnel par les satellites. Donc au moment de cette guerre-là de haute intensité, que quelqu'un se rebelle, se révolte, marche sur la capitale, abat des hélicoptères et un avion de commandement, tuant 10 pilotes russes, et en menaçant d'effondrer le front, parce qu'il faut comprendre que les soldats russes qui sont sur le front, beaucoup d'entre eux ont des smartphones avec Telegram, et qui suivaient quand ils le pouvaient, quand il y avait un répit, ce qui se passait. Et bien, imaginez, vous êtes face à l'ennemi et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-pays, qu'est-ce qui se passe en Russie? Poutine est-il toujours aux commandes? Est-il toujours à Moscou? A-t-il fui à Saint-Pétersbourg comme certaines rumeurs l'ont prétendu? Evgeny Prigojine va prendre le pouvoir. Est-ce que ce que je fais là immédiatement de combattre les soldats ukrainiens devant moi, est-ce que ça a toujours un sens? Est-ce que je dois revenir en Russie collectivement, un bataillon, une brigade, pour aller défendre la capitale? C'est quand même compliqué à gérer. Réellement, la Russie a vécu la possibilité d'un effondrement du front. Donc heureusement que les soldats russes étaient trop occupés à combattre plutôt qu'à regarder Telegram, et heureusement que les officiers sur le terrain ont su garder leur sang-froid et maintenir le moral et la concentration des troupes sur le champ de bataille. Donc Prigojine a mis en danger toute la Russie. Parce que l'effondrement du front russe, un effondrement aussi brutal, nécessairement impliquerait de facto le risque d'une implosion du pouvoir russe avec le risque de l'éclatement de la Russie. Parce que si Poutine tombe, ça implique une guerre de tous ces clans qui sont maintenus à équidistance pour tenter de le remplacer au détriment des autres clans, à moins qu'il y ait un consensus autour
de la relève de Poutine, mais qu'on ne connaît pas encore, peut-être Medvedev, peut-être un autre. Pareil, si le pouvoir de Poutine s'effondre, Kadyrov, croyez-moi, déclarait immédiatement son indépendance de facto, peut-être pas juridiquement, mais de facto. Parce que Kadyrov est davantage fidèle à Poutine qu'il ne l'est à la Russie. D'autant plus que si jamais c'est un Navalny ou un incapable ou un bras cassé qui remplace Poutine par des mécaniques imprévisibles, croyez-moi, Kadyrov jamais ne prêtera, c'est un homme au sens traditionnel du terme, jamais ne prêtera allégeance à une marionnette qui pourrait remplacer Poutine dans le cadre du grand chaos qui pourrait s'ensuivre. Donc Prigojine s'est condamné à mort lui-même le 23 juin 2023. Donc qui l'a tué lui-même est la question la plus évidente, factuelle, que l'on ne peut pas démentir. Pour le modus operandi et les motifs, etc., que l'on a abordé depuis tout à l'heure, ça reste soit Poutine le commanditaire, alors pas forcément explicitement en appelant Patrouchev et Shoigu, etc., mais implicitement en laissant faire, etc., ou bien ce n'est pas Vladimir Poutine et Prigojine est encore en vie et qu'il a été exfiltré, ce qui me paraît extrêmement peu probable. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que vous pouvez aider la chaîne à survivre et à se développer à travers vos dons, 1 €, 2 €, 5 €, 100 €, peu importe le montant, tous les montants sont les bienvenus parce qu'ils pourraient permettre de développer davantage la chaîne, de recruter des gens, d'investir dans le matériel et de produire plus fréquemment. Donc à très bientôt et prenez soin de vous.